Quand il fait frais, sortez couverts. C'est le mot d'ordre ce matin. Bonjour, chers aficionados de ce programme qui s'installe. Vous l'auriez constaté, il souffle un vent de fraîcheur sur la ville de Cotonou. Les conditions météorologiques ne sont donc pas très bonnes. Alors, portez des habits réconfortants ou mettez, on va dire, un léger ou un gros pull selon votre préférence. Un pull, bien entendu, que vous pouvez enlever quand il fera chaud un peu plus tard ou le mettre par-dessus un t-shirt. Et surtout, pensez aux enfants qui ont la santé fragile par un temps frais. Il est bon de superposer les vêtements en matière chaude comme le coton par exemple. Et ce n'est pas la bande à BLB qui me dira le contraire. Génial, bonjour. Bonjour Rachida, clair que non. Ça, pardon? Clair que non, ce n'est pas la bande. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu fais toi souvent, dis-moi? Quand il fait frais, les enfants oui? Je double les vêtements, forcément. Oui, on est tout le temps en pantalon, on a les chaussettes aussi, donc voilà, pour être sûr que voilà. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Rachida. Et de ton côté, tu fais comment avec les enfants? Ben, c'est la même chose. Il faut doubler les vêtements, il faut se protéger. Simplement. Tout simplement, oui. Heureuse? Bonjour Rachida, on est encore là ce matin. Ouais. Merci toujours pour l'attention que les téléspectateurs nous accordent. Moi, comme d'habitude, il faut protéger les enfants. D'accord. Et les pulls. Vous superposez aussi les habits, c'est ça? Ou qu'est-ce que vous faites? Des bonnets C'est jusqu'au pied. Jusqu'au pied. Oui, les chaussettes, on n'oublie pas. Les gants, on n'oublie pas. Les chaussettes, les gants aussi. Oui, parce que en ces temps-ci, il fait beaucoup plus frais, de plus en plus. Donc, exactement. Protection maxi. Faites gaffe alors, mesdames. Amandine Anyambossou, bonjour. Bonjour à vous, Rachida Tobia, maman. Oui, alors vous portez aussi les gants aux enfants Bon, les gants. Bon, il faut juste dire que pendant cette période de fraîcheur, il faut vraiment protéger les enfants, les couvrir, parce que ce n'est déjà pas facile pour les grandes personnes. Donc, imaginez un peu les enfants. Donc, il faut les mettre dans les conditions normales pour qu'une fois à l'école, on ne vous appelle pas pour dire... Exactement. Et il faut même préciser que ça dépend également, surtout lorsqu'on a des enfants très fragiles. Par exemple, comme Amandine, par exemple. Avec toute votre forme. Moi, je suis trop frileuse. Vous avez tout pour combattre la fraîcheur, Amandine. Et il faut le dire. Vous voulez dire que moi, quand je suis une couverture? Bien sûr. Et il faut dire que les médecins alertent déjà, ils alertent parce que par les temps qui courent, ils reçoivent pas mal d'enfants, voilà, et donc c'est pour cela que nous avons souhaité ce matin attirer l'attention de nos chers téléspectateurs. Nos bouts de chou, on sait combien on les aime, ils comptent énormément pour nous. Alors je récapitule, n'oubliez pas de couvrir la tête, les pieds et les mains essentielles pour garder la chaleur corporelle et compléter, pourquoi pas, avec des accessoires comme un bonnet, des gants et une veste imperméable si nécessaire. Voilà donc pour le conseil matinal, c'est gratuit. C'est notre devoir. Voilà, c'est notre devoir. Des conseils ajoutés à cela, on parle de quoi ce matin? Chers amis téléspectateurs, on va parler bien entendu de l'hygiène menstruelle. À chaque règle, les femmes ont besoin de pratiquer une hygiène menstruelle, ce qui inclut le changement régulier de protection hygiénique, le nettoyage des mains et du corps, ainsi que l'accès à l'eau, au savon et des installations pour se changer et jeter les déchets. Cette hygiène est essentielle pour la bonne santé des filles et des femmes. Pourquoi est-ce si important? Comment pratiquer une bonne hygiène menstruelle? Le gynécologue nous répond juste après le bulletin d'information. Mesdames, prenez note. Bonjour le Bénin, vous le savez, ce sont des profils atypiques dans la rubrique réussite. Celle du jour a un parcours qui épate, qui étonne et qui séduit. Sa personnalité et ses compétences s'écartent un peu, on peut se permettre de le dire, des normes classiques. Imaginez, chers amis téléspectateurs, une sage-femme biscuitière. Et oui, c'est ce qu'a réussi Morissette Toforossou,
l'étoile du jour. Ces challenges, ces perspectives, on en parle dans un moment. Et puis sur le net, il y a bien de plateformes qui attirent les internautes, chacune rivalisant d'intelligence pour capter le plus possible l'attention, mais il y a un piège. Attention à ne pas tomber dans le traquenard des plateformes truquées. Comment faire le distinguo entre celles qui sont fiables et celles qui ne le sont pas? Réponse en toute fin d'émission. Et bien entendu, d'autres actualités viendront se greffer à ce menu. Et comme tous les matins, on passera un excellent moment. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait. Allez, les amis, on s'éclipse et on laisse place à la géniale Afouda Moussi Aboka. Très heureuse de vous retrouver pour ce bulletin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Participation des Béninois de la diaspora aux élections de 2026. L'ANIP met en place des dispositifs spécifiques pour leur permettre de s'enregistrer et voter où qu'ils soient. D'autres détails là-dessus avec Ariane Da Silva et Mariano Gankou. À l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, il existe une section exclusivement dédiée aux Béninois de la diaspora, le service de la diaspora pour l'identification des personnes. Ce service coordonne toutes les activités liées à l'identification des citoyens béninois vivant à l'étranger. Il est basé à la préfecture de Cotonou. Pour la prise en compte notamment de cette catégorie de Béninois, c'est-à-dire ceux qui vivent hors des frontières du Bénin, il y a un mécanisme qui est mis en place à travers le e-service .anip.bj ou aussi via l'application ANIP-BJ. Pour pouvoir figurer sur la liste électorale, les Béninois de la diaspora doivent suivre 3 étapes essentielles. C'est de se faire enrôler au RAVI pour avoir un NPI, un numéro personnel d'identification. Après, c'est de procéder à son immatriculation consulaire. Ce Béninois vivant à l'étranger a la possibilité maintenant d'aller sur les plateformes de l'ANIP pour consulter son centre de vote ou procéder également à la modification ou au transfert de son centre de vote selon son pays de résidence actuel. Dans un souci d'efficacité, des unités de l'ANIP sont également installées dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin à travers le monde. C'est un pas important vers l'extension du registre de l'état civil à l'international. Tout Béninois, qu'il soit à l'étranger ou pas, un jour a besoin d'un document qui le concerne. Et comme l'obtention de ce document est liée à l'inscription sur le fichier d'identification personnelle, donc petit à petit, je pense que oui, l'horizon pour que nous sachions exactement combien nous sommes n'est plus très loin. Dans le cadre des élections, les Béninois de la diaspora sont juste pris en compte pour la présidentielle. Et la diaspora n'a pas encore une circonscription qui bénéficie de sièges à l'Assemblée nationale. Donc notre participation ne saurait compter. Ce choix est conforme à la loi en vigueur. Ce que les tests du Bénin permettent en l'état, les Béninois de l'extérieur ne peuvent voter que pour 2 élections. La loi permet aux Béninois de l'extérieur de voter pour le référendum et pour la présidentielle. En avril 2026, les Béninois de la diaspora seront à nouveau appelés à l'exercice, un devoir civique qui confirme que même éloignés, leur voix reste essentielle pour l'avenir politique du pays. À Banikwara, les communautés Peul et Gando marquent leur adhésion au parti UPLE Renouveau. C'est à la faveur d'une manifestation publique qu'elles ont officialisé leur engagement. Les détails, ce sera avec Nestor Sela et Judika Elaine. À l'intérieur comme à l'extérieur de la salle des maisons des jeunes de Banikwara, c'est la grande mobilisation de la communauté Peul et Gando. Venue des 10 arrondissements de la commune, elle adhère aux idéaux du parti Union progressiste de renouveau. Mais notre soutien, aussi sincère soit-il, ne saurait être aveugle. Il est temps que les fils et filles Peul soient pleinement intégrés dans les instances de décision, tant au niveau national que local.
Nous saluons avec respect et admiration la candidature de M. Romuald Wadani. L'adhésion massive de la communauté Peul et Gando à l'UPR n'est pas un fait du hasard. Aujourd'hui, avec l'insécurité au niveau de la commune de Banikwara un peu, et nous, les Peuls de la commune, nous on apprécie les actions du chef de l'État. Vous avez entendu, les autres ont dit « eh ». Qu'est-ce que cela veut dire « eh » C'est parce qu'ils ont dit oui, qu'ils adhèrent par rapport à ce qu'ils ont constaté que ce que le parti fait dans la communauté Peul. Nous sommes ravis de votre adhésion massive au parti Union Progressiste Le Renouveau. Je vous renvoie en mission dans tous les camps Peul et campements Gando que Romuald Wadani et Mariam Talata sont bel et bien les candidats de notre parti, l'Union Progressiste Le Renouveau. Le parti UPR se renforce avec cette mobilisation dans la cité de l'Or-Blanc. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a lancé une série de formations au profit des professionnels des médias et ce à travers tout le pays. L'étape de Parakou a été lancée cette semaine. Le point, ce sera avec Giscard Akbovi et Kolaole Boniface Biaou. De notre pays. La formation in situ au profit des professionnels des médias du Bénin s'ouvre ainsi officiellement. Objectif, faire des médias béninois une presse professionnelle. On ne peut pas attendre des médias d'avoir des productions de qualité sans s'assurer que les professionnels des médias ou les acteurs en général des médias qui font les productions dans les médias on possède les outils techniques nécessaires pour faire le travail. 120 journalistes de 30 organes de presse bénéficient de ces formations. Les thématiques varient d'un organe à un autre. Par exemple, ici à la radio Fraternité FM, nous sommes revenus sur la gestion, par exemple, de la grogne. Vous savez qu'en période sensible, il faut bien encadrer cette tranche-là. Nous avons demandé également d'appui dans bien d'autres secteurs et en termes de traitement de l'information et de techniques rédactionnelles. Ce style de formation est d'autant plus appréciable qu'il y a un formateur expérimenté qui vient au sein de l'organe de presse, vit les réalités et profite pour prodiguer quelques conseils pour améliorer les performances des médias. L'année prochaine, cette formation in situ s'étendra progressivement à tous les organes, je dis bien tous les organes, toutes catégories confondues. L'organe de régulation des médias invite tous les participants à un suivi attentif de la formation pour en tirer le meilleur durant les 5 jours. Cotonou accueille les 16 et 17 octobre prochains le tout premier symposium du groupe de travail Croissance et développement inclusif des micro, petites et moyennes entreprises. Il s'agit en fait d'un rendez-vous dédié à leur développement. Le comité d'organisation de l'événement l'a annoncé. C'était lors d'une conférence de presse ce lundi à Cotonou. Amandine Aniamboussou, Élisée Desgueillons. Le symposium du groupe de travail Croissance et développement inclusif des micro, petites et moyennes entreprises est un rendez-vous incontournable du secteur privé. Il est porté par des associations professionnelles et se veut un cadre de réflexion et d'innovation entre acteurs économiques, décideurs publics et partenaires. C'est un événement de portée nationale. À travers cette initiative, le secteur privé béninois affirme avec conviction sa volonté d'agir, non plus en spectateur, mais en acteur structuré, organisé, lucide et déterminé du développement national. Ce symposium se veut une véritable plateforme de dialogue public-privé, un espace de réflexion et d'action, car le développement inclusif n'est pas une option. Il est la voie de la compétitivité durable, le chemin d'une prospérité partagée. Toutes les entreprises du pays, qu'elles soient moyennes, petites ou micro, nous allons commencer à nous intéresser à leur quotidien. Donc le groupe de travail
c'est un creuset qui a vocation à s'ouvrir au monde universitaire pour échanger régulièrement sur les problèmes du quotidien de nos entreprises. Cette initiative du secteur privé va s'articuler autour de différents axes majeurs qui touchent la vie des entreprises. Nous trouvons que ce symposium ne fait que venir à un moment crucial où nous allons mettre l'accent sur les points essentiels pour que les Béninois sachent désormais que leurs frères et leurs sœurs mettent des produits de qualité sur le terrain et nous allons privilégier le consommant local et l'utiliser de façon efficiente. Le Bénin d'abord, ce qu'on n'a pas au Bénin, on peut aller le chercher à l'extérieur. À travers ce symposium, le groupe de travail Croissance et Développement Inclusif des micro, petites et moyennes entreprises entend instituer un mécanisme permanent de concertation afin de favoriser un dialogue constructif et régulier entre les parties prenantes. La phase pilote du programme de filet de protection sociale Besoki est effective. Les transferts monétaires aux ménages vulnérables ont démarré dans les 12 communes pilotes retenues au plan national. À Zakota, dans le Zou, la joie des bénéficiaires est palpable. Constat avec Pierrette Adan aussi. J'ai reçu mon dépôt de 10 000 francs le jeudi passé. Je ne savais même pas que l'argent était venu sur mon compte. Comme cette dame, nombreux sont ces bénéficiaires du programme de filet de protection sociale productif Besoki, a constaté sur leur téléphone la réception des premiers transferts. J'étais indisposée et ils sont venus me faire photo et m'ont donné une carte SIM certifiée. Ensuite, l'État m'a fait un geste qui m'a donné la joie au cœur. Il s'est rappelé de nous qui sommes malades et n'avons personne. Merci au président. Quand j'ai reçu mon argent, je suis allée au marché pour payer les choses que j'aime manger. Sur les 3177 bénéficiaires du jour, 3026 femmes ont touché leur premier transfert monétaire pour un montant estimé à plus de 32 millions de francs CFA. Les bénéficiaires, pour ce que nous avons parcouru, ont tous reçu leur dotation mensuelle et n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement béninois. Alors, ces transferts monétaires mensuels tiennent pendant 6 à 9 mois et qu'ensuite un complément soit fait qui va permettre à ces cibles-là de passer au renforcement ou au début d'une activité génératrice de revenus. Au-delà de cette étape initiale, le programme ambitionne une extension progressive sur l'ensemble des 77 communes du Bénin. On parle cinéma avec la 5e édition des Récico 2025, entendez rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés du 7e art et les créateurs venus d'Afrique et d'ailleurs. Cette année, les activités se sont déroulées autour du thème cinéma et immigration, enjeux, défis et perspectives. Retour sur la cérémonie de clôture des Récico 2025 avec Rebecca Kenjaoundé. Max se réveille en sursaut. Dans son appartement sombre et silencieux, une violente migraine le ronge. Face à lui, son double parfait. Un reflet troublant qu'il observe avec un sourire narquois. Une part de lui-même, celle qui sait, celle qui se souvient. T'as encore fait une bêtise. C'est quoi ce délire? T'es qui toi? Dans l'ombre de moi-même. C'est une plongée dans l'introspection, la mémoire et la quête d'identité. Un court-métrage poignant signé Massimilien Fassinou. Le film a conquis le jury des Récico 2025, les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Les Récico 2025,
c'est 55 projections de films africains et de la diaspora en 6 jours. C'est aussi 4 ateliers de formation dans les métiers de cinéma tels que l'écriture du scénario, la direction de la photographie, l'actorat et la critique du cinéma pour une participation de 80 apprenants. Au cours de ces 3 jours de formation, nous avons eu l'opportunité de découvrir et d'approfondir plusieurs aspects essentiels du cinéma. En écriture de scénario, nous avons appris à structurer une histoire, à définir un objectif thématique et surtout à rester crédible et authentique dans nos récits. Mais au-delà des films et des formations, les Récico restent un carrefour diplomatique et culturel. Un rendez-vous où les nations dialoguent par le biais du cinéma, un langage universel. Je voudrais renouveler mes remerciements au délégué général des Récico d'avoir choisi mon pays, la République arabe d'Égypte, comme invité d'honneur pour cette édition. J'aimerais aussi bien avoir l'augmentation de la participation béninoise dans les festivals égyptiens pour renforcer notre coopération. Au moment de fermer cette parenthèse, rappelons-nous que le cinéma ne s'éteint jamais. Même lorsque l'écran redevient blanc, l'image continue de vivre en nous, comme une braise sous la cendre, prête à rallumer le feu. Entre critique et autocritique, engagement et créativité, les Récico auront une fois encore tenu leur promesse, celle de révéler les talents, de faire vibrer les émotions et de rappeler que le cinéma africain, plus que jamais, est une mémoire vivante, une fenêtre ouverte sur le monde. Un mot à présent sur la journée mondiale de l'habitat, célébrée chaque année le premier lundi du mois d'octobre. Elle met en lumière cette année bien les défis de l'urbanisation durable. À cette occasion, le secrétaire général du ministère du Cadre de vie s'est exprimé, mettant l'accent sur une politique d'habitat tournée vers l'équité sociale et l'innovation territoriale. Écoutons-le au micro de Hilaire Kodjo et Alexis Segbemon. La journée mondiale de l'habitat a pour vocation de sensibiliser les décideurs publics, les acteurs locaux et l'ensemble des citoyens de la planète à l'importance de construire des villes et des établissements humains, inclusifs, sûrs, résilients et durables. Le thème retenu cette année met particulièrement l'accent sur la réponse aux crises multiples qui affectent les zones urbaines, qu'il s'agisse du changement climatique, des conflits ou des déplacements de population, et sur la manière de transformer des défis en opportunités de prospérité partagée. La Journée mondiale de l'habitat ouvre chaque année, partout dans le monde, le mois d'octobre consacré aux villes et aux établissements humains. Ce mois, connu sous le nom de Urban October, constitue une période de réflexion, de partage et d'action autour des enjeux urbains et de l'amélioration du cadre de vie. Ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci Génial Afouda Monsi-Agoka pour avoir présenté le bulletin d'information de ce matin. Comme j'aime bien le dire, c'est notre tasse matinale d'information. On la boit avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, n'est-ce pas? Avec délectation. Avec délectation, merci. Voilà, avec délectation, je suis d'accord. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent tous les matins. Ce matin précisément, j'ai eu des messages de pas mal d'étudiants qui ont salué le plateau. Ils vous ont salutations trouvé, à eux. voilà, salutations à eux. Et c'est l'occasion pour nous de penser aussi à ces nouveaux étudiants, c'est le moment. Il y en a qui veulent déjà s'inscrire, il y en a qui viennent d'avoir le bac et qui se demandent, mais la vie d'étudiant, mais comment ça se passe? Alors racontez-nous un peu ce matin. Heureuse, tes premiers pas au campus, c'était comment? Je saurais parce que ça, c'est assez de nostalgie. Oui, dis-moi. Au niveau émotionnel, déjà, je peux dire qu'il n'y a pas eu trop de changements en tant que tel, parce que je voyais les aînés déjà, les grands frères, et eux, ils n'ont pas fait l'expérience de cabine
cabines ou logements aux alentours de l'université, c'est de la maison à l'université. Donc, je les voyais déjà. Donc, je n'ai pas vu en tant que telle une différence entre aller à l'école et quitter la maison pour aller à l'université. Maintenant, quand vous voyez moi-même, ma petite forme, que j'aime bien quand même, que beaucoup apprécient, c'était quand même chaud. On se dit, mais c'est chaud. Là. Elle cherche quoi ici? Parce que c'est un nouveau monde pour tout le monde, pour beaucoup. Amandine, toi, c'était comment? Dis-moi. Bon, ce matin, Rachid a décidé de nous plonger. Ah oui, soyons un peu nostalgiques. Et soutenons nos jeunes frères et sœurs, n'est-ce pas, qui arrivent dans la vie estudiantine et qui ont besoin de savoir comment est-ce que les aînés ont fait pour... Vraiment, il faut dire que pour la première fois, quand vous me mettez... En fait, je vais vous dire que moi, je n'ai jamais mis pied à l'UAC. D'accord. Donc, après le bac... La première fois, j'ai mes pieds pour la première fois sur un campus après le bac. Donc, quand vous rentrez, vous voyez du monde. Il y en a partout. Et la taille des infrastructures. On se sent un peu dépaysé. Vous êtes impressionné d'abord. Et ça vous change. Moi, de mon CG Saint-Rita. En 5 minutes, vous faites tout le tour. Mais... Et vous avez du mal à vous retrouver. Et il faut demander à chaque fois son chemin. C'est où l'amphi? D'abord pour les inscriptions, c'était tout un calvaire. C'est pas comme aujourd'hui, on nous facilite beaucoup de choses. Avant, c'est que tu dois aller à tel endroit pour t'inscrire. Même pour quitter ton amphi déjà, pour prendre le bus, il faut marcher. Ouais, c'est vrai. Donc, on est tellement... Je revois d'ici ces images. Patrick Jossou. Oui, ça fait un brillantissime étudiant à l'époque. Dis-moi, les débuts, moi je me suis retrouvé avec des amis. On s'était déjà retrouvé au Centre culturel français, à la NES Saint-Michel, on se voyait, et puis au centre, au siège, on se voyait. Vous étiez une bande d'amis, on va dire. Donc vous n'étiez pas dépaysés en tête. Donc on s'est retrouvés. Vous êtes tenus par la main. Oui, et puis bon, on était 4 à se retrouver, les 3 autres étaient déjà au collège Père au Pied. Bon, en ce moment-là, Père au Pied était devenu collège public, donc ils étaient là. Moi, j'ai fait le CG Bégamin. Donc, on a fait l'inscription là-bas, au campus, mais les premiers cours, on les a fait à Notre-Dame. C'était le collège Notre-Dame en ce moment-là, c'était public. Et donc, je me suis retrouvé encore à Bégamin, donc ça ne me gênait plus. J'ai fait Bégamin Sud, l'école primaire Bégamin Sud. J'ai fait Kangezo. Ensuite, j'ai fait le CG Bégamin de la 6e en terminale. Pour vous, ça s'est bien passé, on va dire. Je me retrouve encore à Bégamin pour l'université. C'est le même environnement. Donc, il n'y a rien qui change. Le premier jour, rien n'a pratiquement changé. Et vous connaissant, vous avez tout de suite pris le pli. On a pris le pli et on s'est même amusé à un moment donné à se mettre en kaki pour aller au CG Bégamin. Et ça vient de là, le costume. Patrick, est-ce que vous savez Patrick a son histoire d'amour avec les costumes, mais franchement, on n'en parle pas. C'est la locale, c'est ça l'événement. Alors, génial. Et toi, donc, bande, les amis, non, totalement dépaysés, intimidés, parce que c'est comme elle l'a dit. Et puis, le bac, tu l'as eu à quoi, à 17 ans? Donc, tu débarques dans un environnement où le portail, tu quittes un environnement où c'est assez restreint. Tu débarques dans un environnement où tu te dis, waouh, et tu allais toute petite. Même pour t'inscrire, tu es tellement intimidé, tu te demandes où je vais, tu arrives, même sur place, là, aller vers les gens pour la paperasse, tu as peur des fois. Donc, c'est franchement une aventure à faire. Parce que quoi qu'on dise, ça forme. Oui, et ça prouve que vous évoluez dans la vie. Voilà, vous passez d'un niveau à un autre. Mais je vois que le trait commun entre vous ici, c'est que... On a fait l'université. Vous avez fait l'université, mais du Sud. Vous étiez au Sud. Oui. Imaginez Rachida qui débarque de Barato. Voilà. Imaginez Rachida qui débarque de Barato. Racontez un peu votre histoire. C'était le dépaysement total. Vous vous retrouvez dans Rachida ne connaissait pas Cotonou? Non, attention, quand même. Non, mais parce
parce que c'est le cas de beaucoup. Je connaissais Cotonou. Je connaissais Cotonou. Voilà, à l'occasion des vacances scolaires, il m'arrivait de venir ici. Et donc, je connaissais un peu Cotonou. Mais le campus, non, je n'y avais jamais mis les pieds. C'était ma première fois. Et donc, c'était une belle expérience, en tout cas. Et nous souhaitons ce matin, il faut le dire, à tous nos étudiants d'avoir beaucoup de courage. C'est pas simple, c'est pas facile, d'accord. Au-delà du dépaysement, au-delà d'un nouvel environnement qu'on découvre, on se fait de nouveaux amis. Parce que les amis avec lesquels vous avez fait le collège, quand vous allez sur le campus, aujourd'hui surtout, il y a d'autres qui choisissent les universités privées, mais sur le campus, c'est pas évident que vous choisissez les mêmes filières. Donc là, vous retrouvez seul. Donc ne restez pas dans votre coin. Faites-vous des amis. Ça, moi, je le dis toujours. On va vous dire, c'est les amis, c'est toxique et autres. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas nous tisser des relations. Exactement. Faites-vous des amis. Si ça ne marche pas, laissez tomber. Reprenez. C'est comme quand vous tombez. Vous tombez. Et on se relève une fois sur un métier. Remets-toi. Vous êtes un réseau. Vous êtes un réseau et là, quand on ne voit pas le mouvement de l'un, on s'appelle. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, pour celles-là qui entrent à l'université très, très jeunes, aujourd'hui, même à 16 ans, 15 ans pratiquement, et il y en a de plus en plus jeunes. Oui, ils sont très jeunes. Déjà physiquement, ils sont très jeunes. Je vais peut-être leur dire de ne pas s'inquiéter, de ne pas se sentir gênés. Mais ils ou elles ont un atout, notamment les filles, c'est que les enseignants, systématiquement, la plupart en tout cas, les prennent tels leurs enfants. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et la plupart, tels leurs enfants, pendant que... votre population a joué à votre Tu m'as devancé parce que j'en viens là. Oui, la corpulence joue favorablement pour l'évolution. Je parle de la taille, bien entendu. Mais il faut préciser, en matière d'harcèlement sexuel en milieu estudiantin, c'est sérieusement réglementé aujourd'hui au Bénin. Mais vous avez quand même cet atout-là de ne pas trop en souffrir. Allez, n'ayez donc pas peur. Génial, elle a dit à un moment, c'est une expérience unique. Une expérience à vivre absolument. Une expérience dont le succès ne dépendra que de vous. Mettez-y du cœur. Travailler d'arrache-pied et ça va être certainement le début d'une belle aventure. Allez, revenons maintenant à nos moutons et nous ouvrons ainsi la parenthèse de la rubrique événements à la une. Événement à la une du jour parle de la mort du révérend Oshofa. Et c'est avec vous, Patrick Diossou, bonjour. Enfin, rebonjour. Oui, rebonjour, Rachida, bien maman. Oui. Alors, 40 ans, il est parti le 10 septembre 1985. 10 septembre 1985 au 10 septembre 2025, cela fait 40 ans. 40 ans de transition pour l'église du christianisme céleste, une église créée au Bénin. On va en parler tout à l'heure. Une église qui a pris de l'essor, une église qui est à travers tout le monde entier, une église qui fait connaître le Bénin à travers le pèlerinage de Sémé-Plage, qui est le plus grand pèlerinage de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire le plus grand pèlerinage de l'Afrique. Et nous avons avec nous une personne qui va nous parler non pas simplement de l'Église ou des 40 ans, mais d'un colloque, un colloque scientifique qui a pour thème les 40 ans de transition après le départ de Samuel Biléou Joseph Oshofa, le fondateur de l'Église du christianisme céleste. Et cette personne qui est avec nous, c'est un docteur en philosophie. Elle a été directrice du département de philosophie. Chef du département de philosophie. Oui, chef de département, c'est ce qu'on disait vraiment. Ça se dit toujours. Segla est notre invité ce matin. Maître conférence du CAMES, etc. Et dans l'Église, elle est membre du comité d'organisation du colloque scientifique des 40 ans de transition. Elle est membre du comité supérieur, du comité suprême du Saint-Siège de l'Église du Christian Céleste. Madame Diossou Segla, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes en train de parler de Samuel Biléou Joseph Oshofa. C'est qui?
D'abord, première question, c'est qui Samuel Bilé-Joseph Oshofa? Merci de m'avoir accueilli sur le plateau. Le prophète, pasteur, fondateur Samuel Bilé-Joseph Oshofa, un chrétien, je dirais comme tout autre, né à Porto-Novo en 1909, mais qui a été inspiré par le Seigneur Jésus-Christ et qui lui a confié une mission de créer une église dans laquelle les personnes vivant et sous le joug de poids des sociétés, des forces de ténèbres, et pourraient connaître le salut à la fin de leur vie. Et donc, par rapport à cela, on peut dire que c'est le prophète du XXe siècle que l'Afrique a connu. D'accord. Oui. Prophète du XXe siècle que l'Afrique a connu, il paraît que le pape Jean-Paul II l'a rencontré, qu'il y a eu... Bon, c'est juste pour la petite histoire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Et alors, ce prophète, maintenant, vous voulez parler de lui pour un colloque. Comment ça va se passer? D'abord, pourquoi un colloque scientifique pour un prophète du XXe siècle? La présentation de Samuel Bilé-Oshofa dans les oreilles de simples Béninois ou en Afrique donne toujours cette impression de peut-être une secte de plus, une communauté d'adoration où chacun cherche à comprendre. Il y a plusieurs façons donc d'approcher cette église ou les fidèles de cette église. Alors, l'idée de colloque vient à point nommé pour répondre au fait que 40 ans après le décès que nous appelons la transition de S.B.J. Oshofa vers les Saints-Cieux, il faudrait faire une activité non pas seulement de commémoration en termes de réjouissance, de prière, mais profiter de cette occasion pour mettre sur pied la possibilité que tout individu, docte ou non docte, soit au courant de ce qu'est l'Église. Et donc, l'idée de colloque, c'est pour apporter le cachet scientifique qu'il faut pour une action ou pour un événement ou pour un projet de société ou un projet de religion qui prend pied et qui regroupe les gens de toutes les couches. C'est pour cela que le colloque a été initié. Et donc, l'objectif, c'est de perpétuer la mémoire du prophète Oshofa à travers une relecture rigoureuse de sa vie et de sa mission. Oui, une relecture de sa vie et de sa mission. Et est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques pour le colloque? Bon, le thème général, c'est 40 ans de transition, mais les objectifs spécifiques et les thèmes spécifiques? Oui, le colloque a pris pour thème l'homme, la vie et les œuvres du prophète pasteur Samuel Bilé-Oshofa. Oui. Et pour pouvoir entrer dans le vif du colloque, il y a une conférence inaugurale qui permet de travailler sur le thème « L'Église du christianisme céleste, une Église révélée à S.B.J. Oshofa par Jésus-Christ pour le salut de l'humanité ». Et autour de ces thèmes, nous allons travailler sur 9 axes. On parlera de la genèse et de la formation du prophète, les révélations et les missions divines, la théologie, l'ecclésiologie céleste, l'expansion du rayonnement mondial et l'impact socio-économique et développement de l'Église, l'influence politique et citoyenneté, l'héritage culturel, la créativité et puis le tourisme religieux, ses enjeux et ses perspectives pour l'économie béninoise et pour l'économie nigériane et dans toute la sous-région. Et enfin, le défi contemporain et les perspectives d'avenir de l'Église. Ce sont les 9 axes autour desquels nous allons travailler pour ce séminaire et pour ce colloque. Et je pourrais ajouter que pour le même colloque, nous attendons beaucoup de participants venant de la diaspora et venant de l'Europe, venant de plusieurs pays, compte tenu des différents endroits dans lesquels l'Église s'est implantée.
Oui, justement, l'Église s'est implantée un peu partout, dans le monde. Oui, exactement. Et c'est un colloque qui célèbre la mémoire de celui qui a fondé l'Église du christianisme Sélex avec de nombreuses références et rappels de son héritage spirituel. Alors, on rappelle la date, c'est pour quand? C'est du 13 au 15 octobre 2025 à Porto Novo. Mais toute la période des 40 ans a démarré déjà depuis le 10 septembre et va s'achever le 19 octobre avec un grand culte d'action de grâce à Porto Novo. Oui, alors les dates, 10 septembre pourquoi? 19 octobre pourquoi? Le 10 septembre, c'est la date où le prophète pasteur S.B.J. Oshofa a été rappelé par le Créateur, son Dieu. Oui. Ce n'est donc pas une date choisie au hasard, il faut le dire. Oui. D'accord. Et le 19 octobre, c'est la date de son inhumation. Très bien. Donc, ça fait à peu près 40-41 jours pour les 40 ans. Oui. J'aime bien les chiffres. Alors, Merci rappelle, donc, oui, Patrick. Je rappelle donc, il est né, Samuel Bileu Joseph Oshofa, en 1909. Certains ont pu retrouver la date, ils ont dit 18 mai 1909, et c'est un mardi. Et il est parti un mardi 10 septembre 1985. Et c'est un mardi qu'il y a eu la révélation, c'est le mardi 20 mai 1947 qu'il y a eu la révélation, et le lundi 29 septembre 1947, l'Église est née. Voilà. Merci en tout cas pour... oui, vous avez une excellente mémoire en tout cas, Patrick Djossou. Merci à vous, Madame Ariane Djossou-Segla. Merci. On va souhaiter plein succès, n'est-ce pas, à vos travaux. Vous reviendrez peut-être nous dire ici un peu comment cela s'est passé. Oui, nous voulons saisir l'occasion pour inviter tous ceux qui souhaiteraient connaître mieux l'Église de prendre part à ce colloque qui est ouvert à tous. Oui. Merci, Madame Djossou. Alors, Patrick Djossou, dans événements à la une, aujourd'hui, nous avons deux autres invités. Oui. Les invités sont déjà avec moi, Audrey Dossou Koko Egbenga. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un deuxième invité, Jomion Aïmakin. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Patrick, ils nous parlent de quoi, ces deux invités? Ils nous parlent de bien-être. On a parlé de bien-être spirituel par rapport à un colloque. Maintenant, on va au bien-être mental. Bien-être mental parce que la journée internationale du bien-être ou de la santé mentale, c'est plutôt le terme. La journée internationale de la santé mentale, c'est le 10 octobre. Et en prélude à cette journée, il y a un village du bien-être. Il y a un festival du bien-être. C'est le festival qui, disons, le festival contient le village, où le village est installé dans le festival. Mais nous allons parler d'abord du village, parce que le village, c'est une dame qui est en train de le gérer. Je préfère passer déjà par les dames avant d'aller aux hommes. Quelle galanterie! Oui, la galanterie, le genre oblige. Alors, madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment va le village? Le village va bien. Et le village ira encore mieux quand il va voir le jour à partir de demain. Oui, donc le village commence demain. Le festival a déjà commencé. On va revenir sur Djomion Djomion qui signifie bénédiction. Grâce. Grâce, bénédiction, oui, tout l'ensemble. On a commencé déjà par la grâce en parlant de l'église. Oui, alors le village du bien-être. Oui. Demain, jeudi et vendredi, le village sera bien actif. Mais on est allé vous voir, on a vu les préparatifs, comment tout a commencé. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est ce village? Et pourquoi un village du bien-être? Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé que le bien-être pouvait être un signe de performance? Tout à fait. Oui. Bah oui. Oui. Bon. C'est évident, je pense. C'est évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, à travers ce village, nous avons voulu rappeler pas mal de choses. Nous avons voulu faire honneur justement à la santé mentale, mais aussi à l'Afrique, puisque quand on parle de village, on pense à l'Afrique. Donc, c'est rassembler des gens, rassembler des acteurs, rassembler des entreprises aussi, pour
parler de bien-être et pour savoir comment est-ce que de façon pratique, on peut travailler sur son bien-être chacun. D'accord. Et de façon pratique, comment cela va se passer? Tout le monde vient et puis on se rencontre, on parle de bien-être. Comment ça va se passer? De manière Bien pratique, sûr. le programme? Alors, le programme, donc les 9 et 10, ce sera de 10h à 18h, toute la journée. Et il y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura aussi des stands qui seront là, avec des acteurs de bien-être. Donc, il y a du bien-être physique avec des massages, avec des produits de beauté. Il y aura aussi des personnes qui vont être là pour justement le bien-être mental, avec le travail sur soi, sur son mindset, sur les énergies, etc. Vraiment, tous ces acteurs-là ont quelque chose à montrer par rapport au bien-être. Et donc, c'est l'occasion de venir les rencontrer au village. Oui, et le village est situé où? Il est situé c'est un village à Cotonou? C'est un village à Cotonou, voilà, oui. c'est la terre grise. Donc c'est le village, il est à Evive, il n'est pas loin, voilà, à un endroit qui s'appelle Terrasse Icheda. Oui, Terrasse Icheda. Voilà, Icheda. Oui. Et donc les Icheda indications... qui signifie la nature en langue yoruba. Exactement, oui. C'est ça. Donc on rappelle la nature à travers le village et on invite vraiment les gens à faire le déplacement. Donc c'est entre Sopaï et l'agence Air France à peu près. Oui. Donc on a les indications qui sont bien indiquées sur le prospectus, on a essayé de vraiment faire en sorte que les gens puissent se retrouver. Même avec l'indication Google, c'est déjà suffisant. Oui, avec indication. Du 9 au 10. On prend déjà date. Le deuxième... Oui, alors, le village est installé physiquement à la terrasse Icheda. C'est ça. Oui. Mais de manière virtuelle, le village est installé dans le festival du bien-être. C'est ça. Oui, le festival du bien-être a commencé depuis le samedi, il me semble. Oui. Même on a fait l'ouverture le samedi, c'est vrai, mais ça a commencé par un vernissage le vendredi 3 octobre. Oui, le vendredi 3 octobre. Avec des artistes. Pour remonter, même, je peux dire qu'on a commencé plus tôt parce qu'on a eu 4 artistes plasticiens qui ont été en résidence pendant 1 mois. Et qui ont créé des toiles qui parlent de santé mentale, qui parlent de bien-être. Le thème cette année, c'est santé mentale et lien social. Donc les artistes ont travaillé dessus. Et ce n'est pas la première édition du festival. C'est la 3e édition du festival. Oui, on l'organise depuis 2023. Oui. 2023, oui. Voilà. L'objectif, c'est de nous servir de l'art. On a une association qui s'appelle Art et Bien-être Mental. Donc, c'est de se servir de l'art pour éduquer, informer, sensibiliser sur l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Donc, cette 3e édition, c'est vraiment, je vais dire, l'édition qui passe un cap parce que les 2 premières éditions, c'était beaucoup concentré sur l'art plastique, le cinéma. Moi, je suis dans le cinéma, donc le cinéma, l'art plastique et les panels avec des professionnels de santé mentale, des psychiatres, des psychologues et autres. Mais cette année, vraiment, on a essayé de diversifier le programme. Un programme très riche. On a bien sûr le village du bien-être qui est en projet depuis la première édition. Mais aujourd'hui, avec la consécration. Avec Madame Audrey que j'ai eu à contacter et avec qui vraiment il y a une synergie. Aujourd'hui, le village va pouvoir le jouer. On a eu des activités, on a des projections de films. On a 3 soirées de projection de films. La dernière soirée, c'est aujourd'hui. On a eu une... Dites le lieu pour que... Aujourd'hui, à la FSS, à la Faculté de Sciences et de Santé, qui nous accueille pour la dernière soirée de projection de films. On a un after-work demain. Je vais parler de la suite du programme parce que le festival a commencé depuis. On a un after-work de bien-être. Le principe, il est simple. Quand on vient, on dépose des téléphones portables et il n'y a pas d'alcool. Ça va se passer. Bien sûr. Pas d'alcool et pas de téléphone. On s'éloigne des addictions. Ça va se passer au Canal Olympia, The Spot. Il y a un endroit à l'intérieur du Canal Olympia. Et c'est là que c'est ouvert, c'est libre. Il faut dire que toutes les activités du festival sont gratuites. Et le vendredi 10 octobre, journée mondiale de santé mentale, à partir de 19h, on va faire la cérémonie de clôture. Et la cérémonie de clôture, on va récompenser la compétition de films, meilleure interprétation masculine, meilleure interprétation féminine, meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleur film documentaire. Et on va aussi récompenser des personnes qui sont engagées pour le bien-être depuis bien des années,
Je ne vais pas donner les noms, ils ne savent pas, mais on va leur faire cette surprise de leur offrir des trophées. Le jury de film est composé par notamment de spécialistes. On a une psychiatre qui est la directrice de la clinique de santé mentale du CNHU. On a un producteur qui s'appelle Thierry de Chili, un producteur français. Et on a la DG de la SRTV, Madame Angela Kerebou aussi, qui constitue le jury de la compétition de film. Donc voilà un peu le festival. Avant ça, on a un match de foot aussi le dimanche dernier, il y a eu une grosse pluie. Donc on n'a pas pu jouer le match, mais le match va se jouer sûrement juste après la cérémonie de clôture entre la FSS et l'INMAC, l'école de santé contre l'école des arts. Donc c'est un peu ça le festival international du bien-être. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est l'art au service de la santé mentale. Très bien. Oui, l'art au service de la santé mentale. Donc, on a parlé de santé mentale. Le vendredi prochain, je rappelle, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et on ne cessera jamais de le répéter. La santé mentale est importante autant que la santé physique. Il faut absolument en prendre soin. Et j'aime bien cette citation de Michelle Obama qui dit « La vie est trop courte pour qu'on soit malheureux ». Voilà. En prenant soin de nous, simplement. Et le festival y participe, n'est-ce pas? Exactement, oui, tout à fait. On est dans une société où tout va très vite, où on est de plus en plus stressé. On a énormément de problématiques, de burn-out, de dépression, etc. Et ça ne se voit pas, puisque c'est mental, à la différence de la santé physique. C'est un mal très silencieux. Exactement, c'est ça. Qui détruit de l'intérieur. Qui détruit de l'intérieur. Et comme on dit, mal a dit. Donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc il est vraiment important que vous puissiez venir faire le déplacement. En plus de ça, on a prévu une restauration qui sera locale et qui sera aussi axée sur le bien-être. Donc vraiment, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Justement, le lieu où le village est installé, il n'y a que du local. Que du local, voilà. C'est un lieu qui rappelle le village, même si on est à Cotonou, et qui va permettre à chacun de se reconnecter à lui-même. Donc chacun peut venir seul, avec des amis, avec des collègues, à l'heure du déjeuner, par exemple. Et ce sera avec grand plaisir. On peut aussi venir en couple. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Venez comme vous êtes. C'est l'occasion de recoller les morceaux, s'il y a un morceau à recoller. C'est l'occasion de se parler. Le thème de cette année, le thème du panel d'ailleurs à l'ouverture, c'était pour notre santé mentale, réparons le lien social. Donc ce que vous dites, ça rejoint ça parfaitement. Et puis... voilà, ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que dans le programme... Rapidement, oui. Très rapidement, parce que c'est très important. La visite des centres psychiatriques. On a 2 centres psychiatriques qu'on va visiter pendant le festival. Et on va leur apporter notre soutien, parce que c'est vrai, on est dans la prévention, mais il y a des personnes malades. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On leur apporte notre soutien. Donc, on est ouvert à tous ceux qui veulent soutenir. Il y a eu les visuels qui sont passés. Et voilà, merci. Merci donc à vous, monsieur Djomion Aïe Makin. Alors, tous au... oui, je prononce bien, non? C'est ça, oui. Pas écorché le... Non, ça va. Djomion Aïe Makin. Allez, merci. On prend donc rendez-vous. Le village du rire, c'est du 9 au 10. Le bien-être, c'est du 9 au 10. C'est vrai qu'on rit aussi. Exactement, c'est ça. Et le festival, c'est du... Le festival va du 4 au 10 octobre. Du 4 au 10 octobre. Voilà. Merci à vous, merci d'être passé. La santé mentale, elle est très importante. On ne cessera jamais de le dire. Madame Diossou, merci également. Vous nous avez entendu, là, on a parlé du bien-être. Entre le bien-être spirituel et le bien-être mental et physique, il n'y a qu'un tout petit pas. Sinon, il faut dire même que les 3 sont imbriqués les uns dans les autres, non? Oui, bien entendu. On ne peut pas parler de santé mentale s'il n'y a pas une santé spirituelle. Exactement. Et pour répondre à la santé mentale, il y a la réponse aussi au niveau de l'Église du Christ-Alliance Céleste qui apporte son soutien aux personnes en situation de détresse et également travaille de pair avec les médecins pour pouvoir recueillir les personnes et les mettre en sécurité, comme nous le disons. C'est des bains de prière. Et merci à vous donc, chers invités, merci. Patrick Diossou, ce sera tout pour événement à la une du jour, n'est-ce pas? À la une du jour, oui. Et on poursuit notre quête
d'infos à la une. On se retrouve demain. Demain, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Toujours sur Bonjour le Bénin qui se poursuit dans un moment. La rubrique santé avec Heureuse Dalondé. On poursuit on continue de parler du sujet lié au cycle menstruel. Aujourd'hui, on parle précisément de l'hygiène menstruelle, les bons gestes. Notre gynécologue est avec nous ce matin. Restez câblés pour avoir le maximum de conseils. Juste après la rubrique santé, Amandine Anyambossou nous parlera d'un parcours assez atypique d'une dame de sage-femme à Biscutière. C'est une histoire à entendre absolument. Restez avec nous. L'instant politique, évidemment, on va parler ce matin de Moël Bénin face aux enjeux des élections générales de 2026. On parle de tout cela, mais avant, il y a la pause. Bienvenue dans l'actualité politique. Vous le savez, Bonjour le Bénin, c'est pas sans l'info politique. Et donc, notre invité est déjà bien installé. Allez, instant politique. 2026 approche à grands pas et au sein des partis politiques, c'est le branle-bas. L'heure est aux préparatifs. 11 janvier 2025, les législatives et communales. 12 avril, la présidentielle. Si du côté de la majorité présidentielle, l'on connaît le duo candidat, chez le principal parti de l'opposition, le suspense reste entier. Sur ce plateau, nous avons l'un des 4 partis politiques soutenant le duo Wadaï-Talata. Il s'agit bien entendu de Moël Bénin, un parti qui fait son bonhomme de chemin depuis quelques années déjà. Au bilan, une participation aux législatives, celle de 2023. Serge Arwansou, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le porte-parole de Moël Bénin. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens ici. Alors, aux législatives dernières, vous êtes sorti 5e sur les 7 partis politiques ayant pris part à la compétition. Avec quel score, vous nous le direz dans un moment. Et on abordera aussi vos objectifs pour les prochaines échéances. Mais d'abord, vous étiez samedi dernier à Parakou pour investir le duo que vous soutenez, le duo Wadaï-Talata. Quels sont pour vous les temps forts de cette cérémonie d'investiture? Quels temps forts ont retenu votre attention? Merci beaucoup à vous, Madame la journaliste. Oui. Je voudrais vous remercier au nom des hauts responsables du parti Moël Bénin pour cette occasion que vous nous donnez à nouveau de parler du parti politique Moël Bénin, le parti des jeunes et des femmes. Effectivement, samedi dernier, la mouvance présidentielle a procédé à l'investiture de son duo candidat que tout le monde a vu, le duo Wadaï-Talata. Effectivement, les temps forts qui ont marqué, disons, cette grande activité politique et inédite dans notre pays, c'est d'abord l'arrivée ensemble des 4 présidents des partis politiques, UPR, BR, Moël Bénin et Renaissance nationale. C'était un moment fort, un moment très fort. Les 4 partis ont fait bloc derrière le duo. Le duo. Et ça a été toujours l'objectif du parti Moël Bénin. Je pense que depuis 2023, nous avons commencé à demander à la mouvance présidentielle de parler d'une seule voix. Aujourd'hui, nous en sommes là et nous sommes fiers de tout ce que nous avons fait au cours de notre congrès extraordinaire de septembre 2023. Voilà, et l'investiture l'a reflété. On retient ça. C'est le premier temps fort. Très important. Le deuxième? Le deuxième temps fort, c'est le discours du candidat. Du candidat Wadaï, je veux dire. Oui. Son discours qui, je ne sais pas si vous avez constaté la même chose que moi, qui a mis la jeunesse au centre de ses actions, de ses stratégies politiques. Et c'est vrai, il ne pouvait en être autrement parce qu'il est jeune, il a moins de 50 ans. Et vous constaterez avec moi que c'est la première fois que nous avons au Bénin
un candidat qui a moins de 50 ans, donc un candidat jeune qui arrive de façon formelle, je veux dire par les unes. C'est ça que je l'appelle de façon formelle. Il ne faut pas que ce soit interprété autrement. C'est la première fois que nous l'avons et je pense que les jeunes de ce pays, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, doivent se lever comme un seul homme pour donner cette chance-là à la jeunesse. Parce que j'ai coutume de dire, on ne peut pas projeter l'avenir d'un pays sans la jeunesse. Aujourd'hui que nous avons l'occasion de remettre la gouvernail de ce pays dans la main d'un jeune, on doit se lever comme un seul homme pour le faire. Et son discours et vous a félicitez été... ça parce que Moël Bénin, c'est le parti des jeunes, vous l'avez dit à l'entame. Naturellement. Et d'ailleurs, on a été très satisfait de son discours. Il a si bien dit, la jeunesse, c'est notre richesse, c'est notre force et c'est notre avenir. Tout tourne autour de ça. L'autre chose qu'il a dit dans son discours qui nous paraît très important, c'est que nous avons déjà semé les fruits de la croissance. Dans les 10 années à venir, c'est l'heure de la récolte. Je pense que chacun va pouvoir récolter ses fruits pour le bonheur. En fonction de ce qu'on a semé. Hein? Oui, nous avons, le Bénin est un. Je parle de toute la population béninoise. Dès qu'il sera élu après les élections, il deviendra le président de tous les Béninois. Il ne dira jamais « je suis le président de la mouvance ». Il ne dira jamais « je suis le président d'une frange de la population ». Donc, ce qui a été fait jusque-là, vous n'allez pas oublier qu'ensemble, nous avons serré les ceintures d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs le lieu de saluer tout ce que le président Patrice Talon a fait pour nous permettre de construire notre développement. Vous savez, aujourd'hui, nous profitons sérieusement des TIC pour mobiliser les ressources. Je vais peut-être au cours de cette émission vous donner des détails sur cette affirmation. Très bien. Alors, revenons maintenant à votre parti politique. Je le disais, votre première participation, c'était en 2023. Vous êtes sorti 5e avec quel suffrage déjà? Oui, il faut dire effectivement, pour cette première fois, moi, le Bénin, au cours des élections législatives du 8 janvier 2023, a d'abord présenté, il faut le dire, une offre de législature. Une offre de législature qui dit ce que nous voulons faire pour les Béninois. Et je puis vous dire qu'on a été incompris. On a été incompris parce que, vous savez avec moi, comment nous regardons la politique sous les tropiques. Nous, les gens estiment que la politique s'apprécie à l'aune de l'argent qu'ils ont reçu la veille, du sac de riz que quelqu'un a donné, du sac de haricots qu'on a donné. Et Moël Bénin n'avait pas de l'argent à partager. D'où l'incompréhension. C'est ce que vous dites ce matin? Ça ne devrait aucunement être fait comme ça. La politique... C'est de là que vient l'incompréhension dont vous parlez? Oui. Ça n'a pas été saisi comme il se doit. Oui, peut-être que nous n'avons pas eu les moyens qu'il faut de parcourir tout le Bénin pour mieux présenter cette offre de législature, pour permettre aux gens d'avoir une idée claire. Mais progressivement, nous travaillons à sensibiliser nos concitoyens. À les sensibiliser, d'abord à s'intéresser à la chose politique. Parce que quand vous regardez un peu les différents taux de participation aux élections, vous comprenez que nos populations s'intéressent de moins en moins à la chose politique. Il faut les rassurer, il faut leur montrer que ce qui se fait, c'est pour eux. C'est d'ailleurs ça qui nous permet de construire le développement. Parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique, vous allez laisser la politique aux gens de moindre valeur qui n'ont pas beaucoup d'idées et qui n'ont d'idées que de donner de l'argent pour se faire élire. Et la politique, vous savez bien, gère la technique. D'accord. Alors, je parlais des suffrages que vous avez engrangés en 2023. Oui, j'en viens, madame. J'ai voulu quand même baliser un peu le terrain pour profiter et remercier nos concitoyens qui ont porté leur choix sur Moël Bénin. Ils sont plus de 56 000 à dire ce que fait ce parti politique
c'est du bon, c'est du sérieux. Très bien. Et ça fait partie d'ailleurs de nos objectifs. Moi, le Bénin est arrivé pour ennoblir la donne politique dans notre pays. Et ça prend. Vous pouvez être rassuré. Aujourd'hui, vous voyez un peu, pratiquement dans tous les partis politiques, la jeunesse et les femmes sont mises en avant. Et nous sommes déjà satisfaits de ce que nous faisons parce que nous portons quelque chose. Hier, on n'était pas compris. Aujourd'hui, je pense que la mayonnaise prend de plus en plus. Et on imagine, Serge Arwansou, que vous avez sans doute fait le bilan de tout cela et pour pouvoir bien vous projeter dans 2026. C'est une évidence, oui. Madame. Alors, une évidence. Quels sont les objectifs pour 2026 ? L'objectif pour 2026, l'objectif global, pour ne pas dire principal, c'est que Moël Bénin soit présent dans les conseils communaux et au Parlement. Et qu'est-ce qui se fait? Nous travaillons à ça. Depuis plus de 2 mois, nous travaillons déjà à préparer nos dossiers de candidature pour apprécier les candidats à la candidature et à partir de la semaine prochaine déjà, nous réglons tout ce qui est positionnement. Moël Bénin ne travaille plus à courir et à s'agiter à l'arrivée des échéances fixées par la Sénat. Notre direction des élections et des manifestations officielles travaille à ce que tout se passe comme il se doit. C'est vrai, je suis porte-parole du parti Moël Bénin, je suis également le coordonnateur de la 19e circonscription électorale. Hier, jusqu'à tard dans la nuit, j'ai travaillé avec les miens pour affiner les dossiers de candidature commune par commune. Et c'est ce qui se fait dans toutes les circonscriptions électorales du parti Moël Bénin. Et quels sont les moyens dont vous disposez là aujourd'hui pour atteindre cet objectif global? Les moyens, c'est d'abord notre détermination. Notre détermination à aller de l'avant, à ne pas abandonner. Moël Bénin est né depuis juillet 2018. Si nous devons faire attention aux difficultés, on aurait déjà abandonné. Nous avançons, cet engagement nous propulse toujours vers l'avant et nous essayons donc de travailler avec, disons, nos cotisations, les dons et legs, que les bonnes volontés, ceux qui comprennent de façon claire tout ce que nous faisons nous donnent, et c'est ça qui nous permet d'avancer malgré les difficultés. Comme beaucoup de Béninois, vous attendez sans doute le duo du principal parti de l'opposition. L'attente est-elle longue pour vous Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Il est vrai qu'il y a une surprise, mais la surprise est agréable, je peux vous le dire. Parce que bien avant, il y a une surprise et elle est agréable. Elle est agréable. Je vais vous faire une démonstration de ce que je dis là. Il faut dire qu'au cours de notre congrès de septembre 2023, Moël Bénin avait déjà dit nous allons travailler à soutenir le duo de la mouvance présidentielle. Et il a été recommandé, il a été pris comme résolution, il a été demandé au président du parti Moël Bénin d'échanger avec ses pairs pour que la mouvance présidentielle parle d'une même voix. Et il a démarré, il a commencé, il a échangé avec ses pairs. Et les résultats sont là aujourd'hui. Deuxièmement, un comité a été mis en place pour réfléchir, pour dire quel duo peut permettre à la dynamique de continuer. C'est aussi simple que ça. Mais là, c'est fait, on sait, c'est le duo. Suivez-moi bien. Nous avons fait ce travail-là à l'interne d'abord. D'accord? Et ce comité a déposé son rapport. Après ça, nous avons continué à travailler sur le terrain. Et d'où la surprise. Parce que, à notre surprise, les autres partis de la mouvance, notamment l'UPR et le BR, ont choisi ce candidat-là que le comité a révélé. Je ne sais pas si vous voyez. Bien avant... Mais là, on parlait de l'opposition. Non. Si, on parlait de l'opposition. Je n'ai pas compris votre question. On parlait de l'attente, on parlait de l'opposition qui annonce, n'est-ce pas, son duo pour le 11 octobre prochain. Et je demandais en fait l'avis de Moël Bénin sur... J'ai voulu expliquer ce que j'appelais tantôt surprise. Pour nous, à Moël Bénin, d'abord dans le choix du candidat Wadaï. C'est ce que je tentais
d'expliquer. D'accord. Du côté de l'opposition, vous avez remarqué, c'est un appel à candidature. Il y a eu 34 dossiers de candidature. Comment appréciez-vous ce processus pour désigner le duo candidat du côté de l'opposition? Ce n'est pas mal en soi. Vous savez, quand on vous présente un système de création difficile, il faut chercher le paramétrage nécessaire. Et c'est ce que fait l'opposition. J'estime qu'ils vont sortir un duo, ils ne vont pas partir en lambeaux aussi, parce que c'est le propre de nos vis-à-vis. Donc, j'estime qu'ils vont essayer de sortir un duo qui pourra quand même travailler à aider, nous, notre duo, à aller très rapidement à la présidence de la République dès le premier tour. Bon, nous ne sommes pas encore, oui. C'est notre, c'est comme ça que nous travaillons. Parce que nous nous sommes convaincus que nous avons fait une optimisation sous contrainte pour sortir notre duo et il leur sera difficile de le contrer, que ce soit en politique, en technique et en âge. Ah oui, vous n'avez même pas encore vu leur duo. Et vous êtes déjà aussi serein, aussi assuré. Il leur sera difficile. Ils sont 34 aujourd'hui. Nous lisons tout ce qu'il faut. Mais il va se dégager de personnes. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il sera, je dis encore, qu'il leur sera très difficile de contrer notre candidat sur le plan politique, sur le plan technique, sur le plan jeunesse. Je répète. Merci Serge Arouansou. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Moël Bénin. Un mot avant qu'on ne se quitte, quelque chose d'autre à ajouter? Moël Bénin, c'est d'abord de dire à nos concitoyens de faire confiance à Moël Bénin. C'est de dire également à nos concitoyens que la construction de ce pays se fait effectivement par la politique, mais pour la jeunesse. Et la jeunesse, on ne peut pas décider favorablement pour le compte de la jeunesse en leur absence. C'est pourquoi Moël Bénin leur demande, c'est vrai, nous ne sommes pas en temps de campagne, leur demande de soutenir... Non, laissez-moi chuter, ce n'est pas des propos de campagne, mais nous leur demandons de soutenir toutes les listes où les jeunes sont mis en avant. Si Moël Bénin ne met pas les jeunes en avant, je vais leur demander de sanctionner également le parti Moël Bénin. C'est comme ça que nous devons construire notre pays au profit de la jeunesse. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour tout ce qu'il a fait pour le parti Moël Bénin. Et je finirai par dire merci au président Jacques Ayadji pour son engagement, sa détermination au profit de la jeunesse béninoise. Merci Serge Arouansou pour cet instant politique qui a abordé les préparatifs du côté de votre parti politique. Merci à vous. C'est moi. Et à très vite sur ce plateau. Amandine Niambossou, je vous retrouve. Heureuse d'annoncer. Nous sommes de retour. Oui, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Et oui, c'est comme ça sur Bonjour le Bénin. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Les rubriques s'enchaînent les unes après les autres et c'est dynamique. Et c'est à l'image d'ailleurs, Amandine, de la vie. Rien n'est statique, rien n'est stable. Ça va, ça vient. Et heureuse. Elle ne faut pas avoir peur des changements. Non, pas. Pas du tout. Heureuse. Mais il faut bien penser les changements. Ah non, vraiment, c'est fort. On a des philosophes ce matin. Alors, Amandine dit qu'il ne faut pas avoir peur des changements. Heureuse dit il faut... C'était un promis. Il faut bien y penser. Merci. Allez, place à la rubrique santé. On parle ce matin de l'hygiène menstruelle, les bons gestes à avoir. Heureuse. Bien sûr, nous l'avons annoncé. Déjà, il faut dire que depuis cette semaine, depuis le lundi, nous sommes en plein dans tout ce qui a rapport à la santé de la femme, précisément sa santé menstruelle. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dr Komlan Gosso, qu'on va recevoir par téléphone sur l'hygiène menstruelle, parce que le travail l'a appelé. Il doit accompagner une de ses patientes, une de ses gestantes. Alors, avant de le retrouver, je vais demander de suivre ce
petit témoignage de ces jeunes filles, de ces jeunes étudiantes qui nous accompagnent depuis lundi. Et qui nous racontent un peu comment ça se passe avec elles. Comment elles gèrent cette période. N'est-ce pas? Et oui, alors on revient sur ce plateau. J'utilise des lingettes jetables, les tissus, parce que je ne suis pas très confortable dedans et ça ne m'est pas favorable si je sors et je veux changer. J'utilise les pagnes quand je suis à la maison, mais quand je veux sortir, je veux trop durer, je mets les couches. Sinon, je suis avec les pagnes. Au début de mes règles, j'utilisais les tissus, mais après, je me suis dit, les couches jetables m'arrangent aussi. Donc, c'est pratique, surtout quand on se change chaque 2 heures, ça va, c'est pratique. Chaque mois, c'est 700, 800, donc en un an, c'est quand même assez, mais bon, pour l'instant, j'ai. J'étais déjà en monceau avant d'aller à l'école, donc j'utilisais les pagnes. Donc ça a débordé. Je m'étais levée pour aller vers une autre camarade et c'est là, quelqu'un m'a appelé derrière pour dire que voilà, je suis tachée. Donc on m'a remis un pagne que j'ai mis. Je me suis sentie très gênée. C'était les femmes qui ont remarqué ça, donc il n'y avait pas beaucoup d'attention. Donc on a su comment gérer ça. Je crois que beaucoup ont eu cette même expérience à l'école où la tenue kaki derrière, on commence pas à te faire des signes. On te dit, il y a une petite tache là derrière. Quand c'est le moment en allant... C'est un moment de gêne incroyable. Mais elle l'a dit. C'est gênant. C'est gênant, oui. Et en allant au boulot, et à l'école en son temps, on attachait notre pullover derrière. Et automatiquement, les garçons savent déjà que bon... C'est rouge, quoi. La situation est rouge. Et c'est encore compliqué lorsque ce sont les garçons qui font le constat et vous le disent. Bon, dans ce cas, c'est une fille qui l'a constaté. On te taquine un peu, on se moque un peu de toi, mais bon, vous savez, c'est tout ça qui a contribué à faire de nous aujourd'hui. C'était un sujet vraiment tabou. Oui. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde en parle. C'est décomplexé aujourd'hui. Complètement, oui, complètement. Et je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles les filles ont adopté, certaines ont adopté des couches jetables, modernes. Et nous allons aborder tout ça avec Dr Komlan Agossou. Docteur, vous êtes avec nous. Merci d'être là depuis chez vous, où vous êtes actuellement. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Oui, docteur. Bonjour, le plateau. Alors, nous parlions tantôt de ces filles-là qui nous ont raconté leur expérience en matière d'hygiène menstruelle, les types de serviettes hygiéniques qu'elles utilisent et les expériences que certaines ont eu à faire à l'école, en classe. Alors, qu'entend-on exactement par hygiène menstruelle? Bon, grosso modo, on appellera hygiène menstruelle toutes les mesures ou l'ensemble des dispositions, tous les dispositifs qui concourent donc à permettre à la femme de vivre les règles d'une façon paisible. De façon paisible. Voilà. Mais on nous dit souvent que c'est important d'avoir une bonne hygiène menstruelle, une bonne hygiène déjà corporelle, mais menstruelle aussi. Pourquoi? Voilà. Donc, déjà, il faut constater que les règles, c'est spécifique aux femmes et donc c'est quelque chose qui caractérise les femmes. Et ça commence à la puberté. C'est une des manifestations phares qui permettent de conclure cette période de la puberté. Et c'est souvent un phénomène nouveau qui est mal connu des jeunes filles qui commencent. C'est accompagné de modifications, donc des modifications surtout de l'odeur corporelle, la transpiration au niveau des différents espaces, le creux axillaire et surtout où l'odeur corporelle va s'exacerber pendant la période des menstruations. Donc, ça peut créer des désagréments autour, au niveau de l'environnement des autres personnes, ce qui peut créer donc, ça peut être l'objet de je ne vais pas dire de harcèlement, mais bien sûr. de désagréments
causée par les critiques de l'entourage. De stigmatisation même. Hein. De stigmatisation. Donc, il faut une éducation, une éducation préalable, bien conduite par les parents. Les parents. Oui. Et donc, pas que la mère. Surtout la maman, qui est la personne la plus proche souvent pour pouvoir passer l'information. Mais pour celles qui n'ont plus leur mère à leur côté. Alors, celles qui n'ont plus leur mère à leur côté, il faut bien qu'une femme le fasse. Souvent, un homme sera un peu moins adapté à faire cela. Et même l'école pourrait jouer ce rôle. Ce rôle aussi. L'enseignante à l'école pourrait jouer ce rôle-là. Alors, comment ça doit se passer concrètement? Parce qu'on entend tellement de choses à ce propos. Il y a une des filles qui a dit qu'elle se change chaque 2 heures. Pour d'autres, il ne faut pas trop nettoyer la partie intime. Il ne faut pas prendre du piment. Comment on doit procéder lorsqu'on est dans cette période? Et surtout les erreurs les plus fréquentes que nous commettons, nous les femmes, en voulant avoir une bonne hygiène menstruelle. Alors, l'hygiène menstruelle, il y a l'hygiène corporelle. Donc, ça, c'est primordial. Ce qui fait que pour les étudiants et les élèves, il y a une question d'organisation qui se pose ou d'adaptation, même d'inadaptation des lieux d'enseignement. Parce que l'accès à des toilettes propres, pouvoir se changer, pouvoir... Mais il faut se changer combien de fois, ou c'est en fonction de chaque femme? Il faut se changer combien de fois? Alors, changer les couches, c'est une question liée à la quantité de saignement aussi. D'accord. Donc, les femmes qui doivent se changer trop fréquemment sont souvent celles qui ont des problèmes de saignement abondants. Mais de toutes les façons, le sang est un milieu de culture dans lequel les microbes se développent très vite si on le laisse en place trop longtemps. Donc, en moyenne, on va dire toutes les 4 heures, il faut changer les protections pour éviter que des infections se déclarent. Et parlant de cette protection, on en a tellement aujourd'hui sur le marché et sur la toile, il y a une petite situation et ça jase, les couches jetables. Oui. Les couches traditionnelles. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et aujourd'hui, nous avons même les culottes lavables. Alors, il faut dire que il faut pour la protection, il faut un matériel qui permette non seulement d'absorber, mais qui soit propre et qui peut être réutilisable ou non. D'accord. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser du matériel à usage unique. Unique, d'accord. On peut utiliser donc du matériel à usage unique. D'accord. Alors, si on veut utiliser du matériel réutilisable, il est préférable que ce soit du coton. D'accord. Les étoffes doivent être en coton. En coton. Et de préférence du coton uni. Ok, du coton uni. Oui, puisque toutes les étoffes qui sont teintées contiennent des éléments chimiques qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas leur réaction forcément. Donc, en contact avec du sang permanent. Je ne vous arrête pas. Ça veut dire que les tissus imprimés et autres sont à mettre de côté. Oui. D'accord. D'accord. Ou c'est du coton pur ou bien c'est de la laine. C'est de la laine. Voilà. Donc, ces deux matériaux, ces deux types d'étoffes sont plus adaptés à l'usage de la protection. De la protection. Mais dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, pour vous, médecins, est-ce qu'il y a réellement de risques à utiliser les couches jetables? Les couches jetables, il y en a qui sont de très bonne qualité. Et évidemment, comme on dit chez nous, nous
sonne Maïbawa. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Oui. Ça a un coût d'avoir des couches jetables de bonne qualité. Et c'est le problème de l'accessibilité qui se pose et qui fait qu'il y a ce qui est désormais appelé fake en anglicisme. C'est de la mauvaise qualité. J'ai une question, moi, docteur, j'ai une question. Oui. Vous parlez d'accessibilité, donc de moyens financiers en réalité. Alors, est-ce que ça veut dire que les couches que nous achetons généralement au marché, parce que c'est ça que la plupart des femmes utilisent, les couches qu'on achète à 500 à 600 francs, il y a une fille qui l'a dit, ça veut dire que ces couches-là ne sont pas du tout indiquées? Elles ne sont pas souvent très indiquées parce que c'est souvent du papier blanchi avec des produits chimiques. Donc, on ne connaît pas tous les effets sur l'organisme. Et je voudrais demander, aujourd'hui, nous voyons certaines dames qui sont révoltées sur la toile et elles, systématiquement, elles arrivent à détecter, je crois, sur la lumière, on vérifie si la couche est propre, si c'est bien blanche. Est-ce que c'est efficace ces moyens ou comment on pourrait vérifier la qualité de ces produits-là par nous-mêmes? Alors, la qualité déjà commence par le lieu d'approvisionnement. D'accord. Donc, il faut une traçabilité pour retrouver un produit de bonne qualité. D'accord. Et à partir de ce moment, il faut acheter dans des endroits bien indiqués. Bien indiqués. Bien connus, voilà, bien connus. Tout simplement. Finalement. Ça, c'est la chose la plus simple. Ou bien acheter en officine de pharmacie ou aller dans les grandes surfaces qui ont un nom. D'accord. Pas dans les supérettes D'accord. D'accord. Acheter des couches qui coûtent 15 000, 20 000 francs. Docteur, oui. La vie est chère, hein? Écoutez, mais bon, docteur, moi, je la prenais... santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Ah oui, la santé et je n'a pas de prendrai prix. déjà peut-être votre parti pour dire que le Bénin produit du coton. Oui. Nous avons, sans pour autant faire de la publicité pour une structure, nous avons des tissus Made in Benin. Oui. La matière purement première apportée demain aujourd'hui. Oui. D'accord. Les étoffes en tissu de coton écru Oui. sont bien indiquées Voilà. pour cet usage. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Il y a aussi des artisans béninois qui font des couches réutilisables oui. en étoffe de coton. D'accord. Donc, je pense que c'est plus accessible que d'aller dans les grandes surfaces. Mais, mais toujours préférer du coton uni et non coloré. Voilà. Et non teinté. Et non teinté. Parfait. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre intervention rapide ce matin dans Bonjour le Bénin. Je vous en prie, c'est moi. Mais c'est très intéressant ce que vient de dire le docteur. C'est un gros dilemme pour toutes les femmes. Nous le savons. Nous le savons que les couches vite fait qu'on achète au marché à 500, à 600, à 700 ou à 800 parfois, nous le savons que ce n'est pas fiable. Nous le savons que ce n'est pas bon, mais on peut t'acheter ça. Bon, je ne parle pas de moi. Oui, mais sérieusement, on a interrogé pas mal de femmes qui nous disent, voilà, je veux bien, je sais, mais je fais comment, j'ai pas assez de moyens. Mais c'est difficile. Moi, j'ai une tata, je pense que quand elle va acheter, elle n'achète même pas 12 ailes. Ah ben, vous voyez ça. Quand elle prend sa chose, c'est pas de rupture, quoi. Et pour toute l'année, franchement. Et il y a certaines femmes aujourd'hui, notamment celles qui sont sous des méthodes de planning familial, qui ont à un moment donné constaté des changements dans la quantité du liquide sanguin et elles ont adopté les tissus. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup n'ont pas la connaissance, n'ont pas l'information qu'il ne faut pas utiliser qu'il ne faut pas des imprimés, mais du coton uni. Donc, beaucoup ont cette dynamique, sont dans cette dynamique-là et je crois que
c'est une question de priorité et de priorité de l'objectif à atteindre. Tu n'as pas tout dit. Tu sais ce qu'on fait? Non. En fait, c'est les anciens pailles là. Les pailles qui sont déchirées là. Voilà. Les pailles qu'on a utilisées pour mettre les bébés au dos là. En fait, on met ciseaux dedans. On met le ciseau dedans, on divise en 2 ou en 3 ou en 4. Et puis c'est parti. On repasse. Et on repasse. Donc il faut franchement que quand on utilise ça, il y a moins d'infections. On rigole, c'est vrai, mais c'est un sujet très sérieux. Mesdames, pas de tissu imprimé. Il faut franchement l'avoir à l'esprit. Pas de tissu imprimé. Voilà, le docteur, il est formel là-dessus. Si vous voulez faire à l'occidental, acheter la qualité. Il faut y mettre les moyens, franchement. Ou aller voir. Il faut faire un budget à part. Oui, simplement. Carrément, ne règle plus. Non. Ma chère. Sacré Awadine. Franchement. Les règles, c'est du domaine des femmes. Ça ne fait pas partie de mon intervention. Non, ça c'est hors intervention. Alors, nous avons avec nous une sage-femme ce matin, Morissette Toforosu. Vous avez suivi le sujet. Quel est votre avis là-dessus, vous? Le docteur a tout dit. Il a tout dit. Il faut surtout éviter les tissus imprimés, partir sur du coton, mais uni. Voilà. À cause des moyens, la plupart du temps, les femmes sont obligées. C'est les moyens. On dit, mais on va faire comment? Mais les problèmes de santé qu'il y a autour, c'est ça. Je crois que le temps ne nous a pas permis de bien aborder ça. On peut revenir là-dessus. Les problèmes, approfondir le sujet pour davantage renseigner les téléspectatrices sur les dangers qu'elles encourent. On peut toujours en parler. Exactement, oui. Voilà. Merci donc au docteur qui a été très strict ce matin. À présent, on va parler de biscuits. Oui. Une sage-femme biscuitière. Je vois l'image d'ici. Mais bon, allez. Voici votre réussite. Oui, de sage-femme biscuitière, on imagine, on a du mal à imaginer le topo, mais oui, il y a une femme ici qui correspond très bien à cette description, qui correspond à ce profil, et c'est elle, notre invitée ce matin, Amandine Anyamboso. Oui, bonjour, rebonjour à vous, Rachida Biomaman. Notre invitée de ce matin s'appelle Morissette Toforosu, elle est sage-femme, elle s'est spécialisée également dans la fabrication et la commercialisation du biscuit Made in Bénin. Bonjour madame. Bonjour madame. Et dites-nous déjà comment de sage-femme on devient biscuitière. Dites-nous tout. Tout a commencé juste après ma licence. J'ai eu la licence en 2019 et j'avais 19 ans. Donc, je pensais qu'il fallait juste finir. Une licence en biscuit? Non. Une licence J'ai eu une licence en sciences infirmières et obstétricales. Voilà. Donc, juste après la licence, quand j'ai commencé par travailler, j'avais beaucoup de jours de repos. Il fallait combler. Donc, j'ai commencé par toucher à tout. Je voulais faire de la pâtisserie, mais je ne voulais pas faire de la pâtisserie comme tout le monde. Donc, j'ai décidé, après quelques essais, de me concentrer sur les biscuits. Donc, en 2020, j'ai commencé par faire des recettes de biscuits. Et en 2021, ça a pris. Est-ce que le chemin a été facile? Non, c'est jamais facile. C'était très difficile parce que il faut déjà savoir que je travaille normalement, mais en même temps, je fais les biscuits et il faut être top des deux côtés. Donc, j'avoue que c'est pas facile. Il n'est pas question que cette activité secondaire prime sur la principale. Voilà. En parlant de biscuits, on a des échantillons. Il me tardait. Je sais que Rachida raffole des biscuits. J'allais le dire. Il me tardait de voir ces biscuits parce que là, j'avais déjà l'eau à la bouche. J'ai ma JVC ici. On a des biscuits sous forme de cœur, des biscuits sous forme d'étoile. Ici, il y a Bénin TV. Bénin TV. Il y a Bénin TV dessus. Bravo. Chez elle, elle a eu la chance. Il faut bien monter vos zoomer dessus. Et l'emballage, tout et tout, rien à envier à l'Occident. Exactement. Franchement, elle a mis du soin maintenant. Là, on a des biscuits à base de manioc. Ok, d'accord.
Ici aussi, non, j'avais déjà vu. En général, ici aussi, c'est à base de manioc. Ça, c'est à base de manioc et de sésame. Il faut dire qu'on utilise toutes les farines. Voilà. Donc, en fonction de la demande, on essaie d'adapter. On a des biscuits, oui. On a des biscuits qui sont faits à base de farine de manioc et de farine de manioc et de riz. Donc, il y a plusieurs saveurs, sésame, baobab, bissap. Chacun en a pour son compte. Voilà. Donc, à part ça, vous faites également des biscuits personnalisés. Voilà, comme des vous biscuits personnalisés. Donc, où vous pouvez écrire ce que vous voulez pour les événements, les entreprises, les sociétés. Vous écrivez, vous dites ce que vous voulez et nous, on écrit ça sur les biscuits. On peut écrire « Je t'aime, chérie ». Oui, pour la Saint-Valentin, par exemple. Pour la Saint-Valentin. Ou bien pour surprendre monsieur, pourquoi pas ce soir. On le met dans la bouche de son chéri. Voilà. J'imagine le geste. Hein? Et croque votre amour. Reprenez le geste, je vais voir. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous mangez déjà? Oui. C'est intéressant. Donnez-nous un peu le goût. Oui. À base de quoi ça, ceci? Ça, c'est de la farine de manioc. Parce que ça a un goût un peu différent de ce qu'on de biscuits. Oui. La farine de manioc semblée avec du sésame. Et c'est du 100% made in Benin. Voilà. Franchement, une fierté. Et mais qui est réellement Morissette Taforossou? On a notre collègue Nadège Yomola-Dessani qui est allée à sa rencontre. On va suivre le reportage qu'elle a réalisé. Morissette est sage-femme et entrepreneur. Sa vocation d'être sage-femme remonte à sa tendre enfance. Un rêve qu'elle concrétise après l'obtention de son baccalauréat à 16 ans. La jeune femme accompagne chaque future maman avec bienveillance et professionnalisme. On est à Djekwe, on nous commence à aller. En cas où nous canti, on doit tisser c'est canti au Kwebe. On sont le pauvre à l'école. Elle travaille très bien. Elle prend son métier de sage-femme au sérieux. Vient très vite au service. Elle ne met pas son métier de sage-femme au-dessus de son atelier de biscuiterie, ni son atelier de biscuiterie au-dessus de son boulot. Elle essaie de gérer les deux au maximum. Lorsque vient le moment de quitter la clinique, commence alors la seconde vie de Morissette. La pâtisserie, l'autre passion qui rythme l'existence de la jeune dame, est pourtant née au détour d'une expérience peu agréable. Entreprendre, mais surtout explorer un nouveau marché et offrir un produit innovant, telles étaient les réelles motivations de Morissette. Elle opte pour les biscuits made in Benin. Si la jeune femme croit tenir un bon filon, son entourage est très peu convaincu. La majorité ne croyait pas qu'on pouvait faire des biscuits et vendre. Il y en a qui disaient que on trouve des biscuits partout. Pourquoi toi tu veux faire des biscuits? Ou on trouve des biscuits qui viennent de l'extérieur partout. Pourquoi tu veux faire des biscuits? À chaque fois que j'ai envie d'arrêter, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va m'écrire à ce moment pour me dire madame, j'ai reçu vos biscuits, j'ai adoré et tout. Et je pense que c'est ce genre de commentaires qui me poussent à continuer et à travailler plus. Jeune entrepreneur, Morissette vit au quotidien avec les difficultés liées à la vie de chef d'entreprise. Mais ses rêves de bâtir un empire global la dissuadent de toute envie d'abandonner. D'ici 10 ans, j'aimerais être la première usine de biscuiterie à distribuer partout au Bénin et à l'international. Nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de soutien. Donc, tous ceux qui désirent investir dans notre entreprise, vous pouvez nous contacter. Avec une quinzaine de salariés, l'entreprise de Morissette est une PME qui poursuit son ascension. Son personnel constitue une équipe sur laquelle Morissette peut compter quand elle doit se rendre au centre de santé. J'aime mes deux métiers, je ne peux pas choisir. J'aime la santé et j'aime également la biscuiterie. Ainsi, la jeune femme a réussi à faire la jonction entre ces deux métiers, a priori différents, mais qui se rejoignent dans l'essence même de son être, donner vie et du bonheur. Merci à Nadège Yomola-Dessani. Mais il faut dire que les dames se régalent sur le plateau. Ouais. Allez-y doucement, ce n'est pas encore l'heure du petit déjeuner. Non, et on a des échantillons ici. On a SNTB. Non, ici on a Télévision Nationale.
Bénin TV. Donc voilà un peu ce que Morissette propose, mais comment elle arrive à concilier ces deux passions, être sage-femme et en même temps biscuitière. Il faut dire que très tôt, j'ai compris que je ne pouvais pas travailler seule. Donc, dès que j'ai commencé à faire les biscuits, que ça a commencé à marcher, j'ai pris en même temps quelques employés et avec l'aide de ma mère, j'essaie de gérer. Donc, quand je suis au boulot, elle s'occupe de... Voilà. C'est pas facile d'être entrepreneur. C'est pas facile, mais avec elle, j'essaie de gérer. Donc actuellement, on est nombreux. Donc quand je suis au boulot, eux, ils s'occupent de la production et des livraisons. Bientôt 5 ans que Morissette s'est lancée dans cette aventure. Oui. Le chemin n'a pas été facile, mais elle a des projets. Au départ, elle avait commencé avec la farine de blé. Aujourd'hui, on a la farine de maïs. On a le maïs, le manioc, le riz. Oui, le fonio. Donc, désormais, elle utilise des produits locaux pour réaliser ces biscuits. Est-ce que vous avez d'autres projets? Bien sûr. À la base, j'ai toujours voulu avoir une grande biscuiterie. Et vous avez fait une formation ou bien c'est venu comme ça? Non, je n'ai pas fait de formation. Waouh. Jusqu'à présent? Non, jusqu'à présent. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de formation ici à Cotonou, au Bénin, pour faire des biscuits. Donc, si je dois faire de formation, c'est que je dois forcément voyager. Mais pour le moment... vous ne pouvez pas laisser les dames dont vous vous occupez. Voilà. Ça marche bien? Ça marche? Oui, beaucoup. Le chiffre d'affaires, il est intéressant? Les gens, ça adore les biscuits. Moi, je fais la santé, donc comprenez. Est-ce qu'il y a un contrôle de qualité au niveau national, l'État? C'est en cours. Qui gère ça? C'est en cours. C'est en cours. Parfait. On a une unité de production qui répond aux normes. Donc, pour les autorisations, c'est déjà en cours. Ok, on va parler de vos projets. Des conseils, par exemple, à ceux qui veulent bien entreprendre, comme moi, mais qui ont peur de se lancer à cause des difficultés. Moi, je dirais qu'il faut toujours essayer. Quand on n'essaie pas, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc moi, quand j'ai voulu commencer, je ne savais pas que dans 5 ans, je serais ici. Donc j'ai commencé d'abord. Il faut oser commencer. Voilà, et ça marche. Mais je ne comprends pas, Madame Toforosso. Mais ça marche, non? Où ça va, ça vient. La vie, elle est dynamique. Merci. Merci à vous, Morissette Toforosso. On ne va pas... Oui, c'est ça. Il faut y penser. L'environnementaliste, elle est en face de ça. Oui, elle utilise déjà du biodégradable. Merci donc à vous, Madame Morissette Toforosso. Continuez de nous inspirer, d'accord? C'est très inspirant en tout cas. Généralement, c'est ceux qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de métier, qui s'adonnent à... Mais elle démontre... elle démontre qu'on peut bien avoir une fonction principale et en avoir une autre qui est secondaire. Bravo à vous. C'est un leadership. Elle a mis les deux au même niveau. Non, mais il y en a toujours. Il y en a toujours une qui prime. Elle ne dira pas le contraire, juste un peu quand même. Il y en a toujours une qui prime. Bravo pour votre leadership. Merci. À présent, éducation au numérique. Éducation aux médias, pas au numérique, avec ma chère Marvine. Bonjour Marvine. Bonjour Rachida. Alors, on parle ce matin de plateformes truquées, on parle de plateformes fiables. Ouais. Et vous voulez nous emmener à faire un peu le distinguo entre les deux. Oui. Dites-nous. Alors, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Heureuse, bonjour Armandine, rebonjour Madame. Bonjour à toi, ma vie. Oui. Alors, les plateformes d'hébergement, ce sont pas des... Les plateformes sont des hébergeurs de produits digitaux, de formation, d'e-book ou de coaching qui permettent aux créateurs de produits digitaux, comme on l'a dit hier, de stocker leur formation ou coaching là-dessus. Et ça facilite en fait l'achat et le paiement via leurs clients. Ceux qui veulent acheter, ils se rendent sur la plateforme et ils achètent le produit en question, que ce soit un coaching vidéo, une formation ou encore un e-book. Et cette plateforme propose des pages de produits, des paniers, des livraisons numériques. Quand tu achètes automatiquement, il doit avoir la livraison de ce produit dans ton mail et le lien de téléchargement et l'accès à des zones membres si possible. Mais on a constaté qu'il y a plusieurs plateformes maintenant, vu que le domaine du numérique... les produits digitaux deviennent en fait de plus en plus récurrents. Il y a
les personnes qui mettent en place des plateformes truquées. Et au lieu de faciliter, ils font en fait semblant de vouloir faciliter l'achat aux gens. Mais quand tu te mets sur cette plateforme-là, tu vas acheter un produit, tu te retrouves avec ton compte Momo vidé, ou tu te retrouves avec beaucoup de choses. Cette plateforme-là semble faciliter la vente. Tu payes, mais tu n'es jamais livré. Tu n'es jamais livré. Voilà, donc il y a des signes qui doivent alerter. Il y a le moyen de paiement douteux. Ils utilisent ils n'utilisent pas de passerelle, de mobile money. Ils disent, bon, je vous envoie tel numéro. Quand tu vas sur la plateforme, on dit clique sur ce numéro et envoie le Momo directement. Alors qu'une plateforme, normalement, doit avoir une passerelle et on peut dire de payer par PayPal, de payer par mobile money, au moins pour qu'il y ait de la traçabilité. Mais il n'y a pas sur ces plateformes-là douteuses. Et il y a l'interface qui n'est pas sécurisée. Il n'y a pas du S à l'HTTP et il n'y a pas la certification SSL, qui est une certification qui dit que la plateforme répond aux normes de sécurité. Il y a aussi l'absence et le lien de téléchargement direct dans le contrôle. Et à part ça, il n'y a pas de facture conforme. Dès que tu payes, tu n'as pas de message qui te dit bah, tu viens de payer pour telle entreprise. Il n'y a rien de tout ça. Il y a la rétention de fonds. Quand l'argent disparaît après paiement, tu n'as pas accès au produit, tu n'as pas accès à la facture, tu n'as accès à rien. Et rien ne prouve que tu as payé de l'argent quelque part. Donc c'est ça. Et il y a l'absence de politique de remboursement. Évidemment. Pas de procédure claire en fait pour te retenir tes sous parce que tu vas dire à qui. Tu vas te plaindre, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. On sait juste que tu as effectué un transfert, mais à qui? L'entreprise n'est pas enregistrée, il n'y a pas de tout ça. Et ensuite, la conséquence, c'est ça. Il y a les paiements qui passent, mais le produit n'est jamais délivré et tout ça qui suit avec. Par contre, les plateformes fiables, elles tournent autour en fait, de 3 choses sérieuses. Il y a la vérification, il y a la sécurité et il y a enfin le rendement de compte. Il y a les passerelles de paiement. Mobile Money, MTN, Move, PayPal ou encore virement bancaire. Et quand vous finissez de payer, même on vous demande de télécharger la quittance. On vous demande de télécharger la quittance du paiement qui vous avez même un format dans votre mail. On sent que, Amandine, toi, tu achètes souvent en ligne. Hein? Ça se voit. Quand on paie les factures, ça se voit. Mais Rachida, aujourd'hui, on nous facilite. Non. Moi, dans mon lit, je te fais pas. Non, c'est pas mon marché. Le Bénin est autrement digitalisé. Non, aujourd'hui, il suffit d'un clic et puis on est servi et puis on est livré. Voilà. Allô, madame, je suis là. Amandine, Amandine, elle aime surtout la bouffe. Hein. Je suis passionnée. Tout à fait. Elle le démontre. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la livraison conditionnelle. Tant que tu n'as pas encore reçu ton produit, ils n'ont pas encore reçu leur argent là-bas. C'est un peu comme Alibaba. Quand tu effectues un paiement sur Alibaba, dès que le fournisseur n'a pas encore livré ton colis chez ton transitaire, il ne reçoit pas les sous. Donc, dès qu'il livre, c'est que là, maintenant, il peut encaisser les sous. Donc, quand tu ne reçois pas ton colis, ton transitaire ne reçoit pas le colis, ton sous, il y a des sous qui reviennent à toi. Donc, c'est un peu ça. Il y a la facture normalisée. En même temps, tu payes, on te demande de télécharger la quittance et tout. Il y a le support client. Ensuite, il y a l'identité claire de ceux qui ont la boutique. Sur les plateformes non fiables, en fait, on masque le nom de celui qui a la boutique, on masque le nom de celui qui a l'entreprise, personne ne sait qui c'est. On sait juste qu'il y a une plateforme qui permet de faire de la vente. Mais quand c'est fiable, tout est transparent. On sait que c'est la boutique de telle personne, voilà son email, voilà son numéro, voilà son adresse. Je peux aller chez lui. Mon argent à telle personne. Je peux prendre mon argent dès qu'il y a problème en même temps. Et voilà, il y a toujours du HTTPS et la conformité. Donc, une checklist rapide à lire avant d'acheter en ligne. Il faut vérifier si le site est sécurisé, toujours le HTTPS. Le S est important parce que ça montre qu'un site est sécurisé. Et s'il n'y a pas le S, c'est que ce n'est pas sécurisé. C'est souvent ça, le HTTP, c'est souvent ça qu'ils utilisent pour faire des arnaques. Quand c'est HTTP, tout simplement... Il faut s'assurer du S. Il faut s'assurer du S. Voilà. Et il y a le paiement qui se fait via des parcelles. Il faut vérifier si c'est via des trucs conformes parce que les réseaux de télécommunications ne vont pas accepter donner une Remboursez-vous. Ils ne vont pas accepter mettre le nom sur une plateforme qui n'a pas la conformité. Voilà, donc il faut ensuite, voici une politique de remboursement claire. Ensuite, vérifier l'identité des créateurs et ensuite, voir si le vendeur est crédible ou pas. Vérifier toujours les avis. Donc, il y a plusieurs plateformes maintenant qui font la différence. Dès que vous suivez en fait cette
checklist, vous devez savoir que vous pouvez faire la différence entre des plateformes fiables et des plateformes non fiables. Mais dans le même temps, dans ces mêmes plateformes fiables, il y a des vendeurs non fiables. Oui, justement. Et là, je vais venir sur, je sais pas, il y a une plateforme là actuellement au Bénin, qui n'est pas que au Bénin, un peu partout en Afrique. Je peux dire le nom? Non. Je dis pas le nom. C'est une plateforme truquée? Non, c'est pas une plateforme truquée. C'est Made in Bénin. C'est Made in Bénin. Oui, allez-y. C'est Chariot. Chariot, c'est une plateforme Made in Bénin. Ah ok, Chariot, comme les chariots. Voilà. Dans les supermarchés. Chariot, et eux, en fait, quand tu es vendeur de produits digitaux et tu viens sur la plateforme et tu mets un produit, il y a quand même un peu l'analyse. Quand il y a beaucoup de signalements au niveau des... Quand il y a beaucoup de signalements des clients au niveau de ta boutique, on t'enlève de la plateforme. Et quand il n'y a pas automatiquement de livraison, il y a un service client là automatique qui te répond et qui fait que tu es... Chariot, c'est un hébergeur, c'est une plateforme qui héberge d'autres plateformes. C'est une plateforme qui héberge des produits digitaux, des créateurs de produits digitaux. Et c'est un peu partout, Bénin, Togo, un peu partout, Côte d'Ivoire. Et il y a quand même la rigueur. Ou un truc du genre. Harry. J'ai un marché enfant, quoi. Non, ça, je ne connais pas. Il y en a pas mal en tout cas. Il y en a pas mal, mais quand même, Chariot, en termes de produits digitaux, d'hébergeurs de produits digitaux, ils font la crédibilité là parce que ils vérifient, parce qu'il y a des personnes qui font des produits digitaux vides. C'est juste un PDF et juste une page blanche, on vend 17 000. Et quand tu télécharges, c'est que tu as une page blanche. Donc, il y a quand même ce suivi-là qui est au niveau de Chariot. Et c'est un peu ça. Donc, il faudrait vraiment faire la différence et opter pour les bons trucs. Et ne pas donner ses coordonnées bancaires sur toutes les plateformes pour ne pas se faire vider. Tout ça, là, c'est risqué. Oui. Il faut opter surtout pour le paiement by Money ou PayPal parce que les virements bancaires, ça peut vider les comptes sans trace. Mais PayPal, c'est pas du Bénin. PayPal, c'est pas du Bénin. On a Kakia, c'est sécurisé quand même. Oui, c'est sécurisé. D'accord. Donc c'est un peu ça. On n'a pas le choix, le monde il évolue, on est obligé de s'adapter local. On fait la promotion de tout ce qui est made in Bénin. Donc consommons Chariot. Bah ça c'est de la pub. La DG t'enverra une facture. Allez, merci. Merci mesdames, sujet intéressant. Merci Marvin de nous aider tous les jours à ne pas tomber dans le traquenard de ces individus malveillants, mal intentionnés, qui n'en veulent qu'à nos poches. Nos pauvres sous. Oui, nos pauvres sous. Alors que nous souffrons. Elles sont déjà vides. Et nous souffrons durement pour les avoir. Merci à vous. Place maintenant à la revue de presse avec Marcella Rossi. Nous avons fouillé les journaux pour vous, chers amis téléspectateurs. Marcel, bonjour. Rachidat, bonjour. Bonjour à tous. Et on parle ce matin d'une nouvelle réglementation sur le séjour des étrangers. Bien sûr, et le ton est donné d'entrée par le quotidien de service public. Le Bénin resserre les mailles de sa souveraineté tout simplement. Une loi votée depuis le 2 juillet 2025, la loi notamment numéro 2025-15, qui rebat les cartes du droit d'entrée, du séjour et de résidence des étrangers sur notre sol. Un texte qui redéfinit l'hospitalité républicaine à l'ère de la sécurité globale. Contrôle renforcé et respect des droits, écrit la nation. Une main ferme, mais une main juste. Une loi de rigueur, mais aussi d'équilibre. Dans un monde où les frontières se traversent aussi vite qu'un clic, le Bénin choisit la clarté. Il dit oui à la mobilité, mais non à la légèreté. Il ouvre la porte, mais garde en fait la clé. L'article 4 nous dit le quotidien consacre l'un des progrès les plus significatifs. Les étrangers désormais jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois, y compris l'accès à la propriété. Mais, et c'est là toute la finesse du texte, cette égalité est encadrée, balisée par la loi. Pas de passe-droit pour les aides publiques, pas d'exonération automatique, le droit oui, mais dans les règles. L'inclusivité ne renonce pas à la souveraineté. Puis vient l'exigence de régularité. La nation le souligne très bien. Toute personne étrangère sans titre valide s'expose à des sanctions.
amende, voire même emprisonnement sur notre sol. Le message est clair, l'hospitalité béninoise n'est pas l'anonymat, elle se fonde sur la transparence, sur la traçabilité, sur le respect du cadre républicain et pourtant, au cœur de cette rigueur, le test préserve la dignité humaine. Un étranger débouté peut former un recours, son expulsion est suspendue tant que la justice ne s'est pas prononcée. Un geste d'humanité qui honore quand même toute notre démocratie. Merci Marcel Arrossi. C'est moi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Une nouvelle revue de presse demain, même avec heure. le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. Amandine Aniambosso, merci de nous avoir déniché cette étoile du jour des biscuits croustillants. Oh là là, je me régale sur ce plateau ce matin. Bravo à vous, c'est bien fait. Franchement, oui, Marvin? Vous avez remarqué que je bégayais un peu. Ah oui? C'était à cause de ça. Je vois. Allez, c'est fini pour Bonjour le Bénin de ce jour. Je vous remercie d'avoir été des nôtres depuis 7 heures. On se retrouve demain, toujours pour le même programme. Prenez bien soin de vous.